Claire Moreau, 29 ans, avançait à pas mesurés entre les rues humides de Lyon, tenant la main de son fils Théo, âgé de 6 ans. Son manteau élimé et ses chaussures trop usées racontaient silencieusement l'histoire d'une femme qui luttait chaque jour pour garder la tête hors de l'eau. Depuis que le père de Théo les avait abandonnés sans un mot, elle jonglait entre des petits boulots précaires, serveuse de nuit, femme de ménage à l'aube, parfois aide à domicile. Tout cela pour payer un loyer trop cher dans un appartement minuscule du quartier de la Guillotière et pour que Théo ne manque jamais de nourriture, même si elle-même se privait souvent. Chaque matin, Claire déposait Théo à l'école avec un baiser rapide, puis enchaînait ses tâches, son téléphone à la main pour surveiller les appels potentiels d'un nouvel employeur temporaire. Ses journées n'étaient que course contre la montre, improvisation et espoir fragile. La fatigue lui pesait dans les jambes, mais elle tenait bon. Elle n'avait pas le choix. Théo était tout ce qu'elle avait, et elle était tout pour lui. Depuis plus d'1 an, Claire partageait la garde de Théo avec les parents de son ex-compagnon. Les grands-parents paternels des gens aisés vivant dans un quartier bourgeois n'avaient jamais accepté Claire. Pour eux, elle n'était qu'une fille sans avenir, un poids pour leur petit-fils. Depuis quelque temps, ils avaient engagé des démarches légales pour obtenir la garde exclusive, arguant de l'instabilité financière et professionnelle de Claire. Cette menace planait sur elle comme une épée prête à tomber. Elle se souvenait encore du jour où le courrier du tribunal était arrivé, plié net, presque froid. Les mots semblaient crier dans le silence de la cuisine. Convocation, audience, droits parentaux. Claire avait senti son cœur s'effondrer, mais pas longtemps. Elle s'était levée, avait serré Théo dans ses bras et s'était promis de se battre. Pas pour elle, mais pour lui. Mais les obstacles ne cessaient de se dresser. Le peu d'économies qu'elle avait réussi à mettre de côté avait fondu dans les honoraires d'un avocat commis d'office qui avait rapidement abandonné son dossier faute de paiement. Les services sociaux, débordés, ne lui étaient d'aucune aide réelle. Et pourtant, malgré les nuits sans sommeil, malgré les humiliations et les refus, Claire persistait. Elle croyait fermement que l'amour qu'elle offrait à son fils avait plus de valeur que toutes les fiches de paix du monde. Chaque soir, elle racontait des histoires à Théo, inventant des mondes où les mères courageuses sauvaient leurs enfants grâce à leur cœur et leur détermination. Elle s'asseyait près de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis retournait à ses propres batailles, remplir des formulaires, envoyer des courriels, chercher un travail de plus. Elle gardait tout pour elle, ne se plaignait jamais. Les voisins la connaissaient à peine. À leurs yeux, Claire était discrète, polie, fatiguée peut-être, mais toujours droite. Mais à l'intérieur, le doute rongeait. Et si elle perdait Théo? Et si, malgré tout son amour, elle n'était pas assez? Cette pensée la hantait comme une ombre, prête à l'engloutir. Pourtant, chaque matin, elle se levait, essuyait ses larmes en silence et repartait, car elle savait que renoncer, ce serait vraiment tout perdre. Ce jour-là, alors qu'elle préparait un sac de vêtements à donner au centre communautaire local, Claire ne se doutait pas que sa vie allait bientôt basculer. Pas par un miracle, pas par une promesse politique, mais par un simple geste de bonté, une décision instinctive prise sous la pluie, une action qui, sans le savoir, l'amènerait droit vers le cœur même de son combat. Ce jour-là, le ciel de Lyon était bas, épais, d'un gris uniforme, comme si la ville entière avait été plongée dans une brume silencieuse. Claire, tenant fermement le volant de sa vieille Renault Clio, roulait lentement sur une route secondaire à la sortie de la ville. À l'arrière, un sac de vêtements soigneusement plié, quelques jouets usagés et 2 boîtes de conserve attendaient d'être déposés au centre communautaire du quartier de Vèze. Elle avait insisté pour que tout soit propre, repassé, presque comme neuf. Donner pour elle n'était jamais un geste de charité à moitié fait. C'était un acte de dignité envers ceux qui, comme elle, avaient besoin d'un peu de soutien. La pluie avait commencé doucement, presque timidement, puis s'était intensifiée en l'espace de quelques minutes. Les essuie-glaces fatigués luttaient pour dégager le pare-brise, grinçant à chaque va-et-vient. Claire plissait les yeux, concentrée sur la chaussée détrempée, quand elle aperçut au loin une silhouette immobile sur le bas-côté. Un homme, seul, debout sous la pluie battante, face à une berline noire dont le capot était ouvert. Elle ralentit d'instinct. L'homme, vêtu d'un long manteau de laine sombre, tenait une serviette au-dessus de sa tête. Il ne faisait pas de geste désespéré, n'avait pas levé le pouce pour demander de l'aide, mais quelque chose dans sa posture, droite mais légèrement affaissée,
trahissait une certaine lassitude. Claire hésita une seconde. Elle avait encore du chemin. Théo l'attendait chez la voisine et la pluie ne rendait pas la route plus sûre. Mais elle s'arrêta. Elle baissa la vitre, laissant l'air humide envahir l'habitacle. « Besoin d'un coup de main ?» lança-t-elle simplement. L'homme tourna la tête, surpris, comme si cette possibilité ne lui avait même pas traversé l'esprit. Il s'approcha, le visage marqué par les gouttes qui glissaient le long de ses tempes grisonnantes. « Je crois que la batterie m'a lâché, et mon téléphone n'a plus de réseau, » dit-il d'une voix posée, légèrement rauque. Claire sortit de la voiture sans plus attendre, attrapa les pinces de démarrage qu'elle gardait dans son coffre, un vieux réflexe hérité des nombreuses pannes passées, et s'approcha de la berline. En silence, elle ouvrit le capot de sa propre voiture, connecta les câbles avec précision sans hésiter. L'homme observait ses gestes avec une curiosité discrète, les mains dans les poches. Elle tenta de démarrer le moteur de son véhicule, puis lui fit signe d'essayer. Au bout de 2 tentatives, la berline toussa, vrombit, puis retrouva vie. Il coupa le contact aussitôt, comme pour savourer l'instant. « Vous avez un don », murmura-t-il en esquissant un sourire. Claire haussa les épaules, habituée à ne pas recevoir de compliments pour ce genre de choses. Elle rangea les câbles, referma le coffre et s'apprêta à repartir. Mais l'homme s'avança de quelques pas. « Je m'appelle Marc », dit-il simplement. Elle lui répondit par un « clair », tout aussi succinct. Il ne lui demanda pas son nom de famille. Elle ne lui demanda pas le sien. L'échange était purement humain, débarrassé de toute obligation sociale. « Vous m'avez sauvé d'un long moment de solitude sous la pluie », ajouta-t-il, presque amusé. Claire sourit, mais déjà elle ouvrait la portière. « Bonne route, Marc. » Il hocha la tête. « Et merci encore. Vous êtes inattendu. » Elle ne répondit pas, referma la porte et démarra. Ce n'est qu'en roulant de nouveau qu'elle se rendit compte qu'il avait laissé une fine trace de boue sur le tapis du passager. Rien de grave, juste une empreinte éphémère. Mais cette empreinte allait, sans qu'elle le sache encore, s'imprimer dans bien plus que le tissu de sa voiture. Le reste de la route fut silencieux. Claire, d'habitude absorbée par ses listes mentales de choses à faire, restait étrangement calme. Peut-être était-ce le contraste entre l'urgence du quotidien et cet instant suspendu, où elle avait simplement tendu la main à un inconnu. Elle n'y voyait aucun mérite, juste une réaction naturelle. Pour elle, aider quelqu'un, c'était presque une habitude, même si elle-même ne recevait presque jamais d'aide en retour. Lorsqu'elle arriva au centre communautaire, elle déchargea ses sacs sans en parler à personne. Les bénévoles l'accueillirent avec leur gentillesse habituelle, mais elle répondit brièvement, prétextant une course urgente. Une part d'elle voulait juste rentrer, retrouver Théo et oublier cette journée étrange. Mais au fond, quelque chose restait. Pas un malaise ni une inquiétude, juste un écho discret. Ce soir-là, elle raconta à Théo une histoire inventée, comme toujours. Mais sans y penser, elle introduisit un personnage inattendu. Un homme perdu dans la forêt, aidé par une jeune femme qui passait par là. Théo écoutait, fasciné. À la fin, il demanda « Et après, est-ce qu'il l'a aidé, lui aussi ?» Claire hésita, puis dit « Peut-être, mais parfois on aide juste parce qu'on peut, pas pour qu'on nous rende quelque chose. » Elle éteignit la lumière, embrassa le front de son fils et resta quelques secondes dans l'ombre, à observer son visage endormi. L'image de Marc sous la pluie lui revint. Un homme seul, silencieux, reconnaissant. Elle pensa alors à tous les jugements que les autres portaient sur elle, à tous les regards soupçonneux, les dossiers froids des travailleurs sociaux, les lettres officielles. Personne ne voyait ce qu'elle était vraiment, juste une femme qui faisait de son mieux, chaque jour. Elle n'avait aucune idée que ce Marc croisé par hasard n'était pas seulement un homme en panne sur le bord d'une route, et qu'il portait un pouvoir bien plus grand que celui de redémarrer un moteur. Un pouvoir qu'il exercerait bientôt sur sa vie. La semaine qui suivit ce bref épisode sous la pluie fut marquée par une succession de contretemps qui accabla Claire d'une fatigue encore plus sourde. Elle n'avait pas eu le temps de repenser à l'homme de la route, absorbée par ses démarches, ses appels sans réponse, les repas qu'elle devait improviser et les rendez-vous imprévus à l'école de Théo. Mais un matin, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle découvrit une enveloppe officielle qui figea tout autour d'elle. Le cachet du tribunal familial de Lyon ne laissait aucun doute. La date de l'audience concernant la garde de Théo avait été avancée. Elle aurait désormais lieu dans 8 jours. Claire resta debout dans le couloir de son immeuble, le papier tremblant dans ses mains, son cœur battant si fort qu'elle n'entendait plus les bruits de la rue.
Elle lut et relut la convocation, espérant y trouver une erreur, une confusion. Mais tout était clair. Pire encore, un nom inconnu figurait désormais en bas du document. Marc Delacroix, juge chargé du dossier. Jusque-là, elle connaissait le juge précédent, un magistrat distant mais régulier dans ses prises de décision. Il semblait peu concerné, mais ne s'était pas montré hostile. L'arrivée d'un nouveau juge signifiait repartir de zéro, affronter une nouvelle interprétation de sa situation et peut-être même affronter plus d'hostilité. Claire savait combien le système pouvait être dur avec des femmes comme elle, qui n'avaient ni diplôme prestigieux, ni revenus stables, ni réseau d'influence. La panique monta rapidement. Elle composa aussitôt le numéro de son avocat, mais ce dernier confirma ce qu'elle redoutait. Il s'était officiellement désisté. L'honoraire impayé avait scellé son retrait. Aucun remplaçant n'avait été désigné. Claire tenta de contacter l'aide juridictionnelle, mais le délai de traitement dépassait la date de l'audience. Elle était désormais seule face à une procédure qui l'effrayait par sa complexité et son intransigeance. Elle passa la journée à chercher une solution. Les appels s'enchaînèrent. Les rendez-vous improvisés se multipliaient dans les bureaux des assistantes sociales, mais la réponse restait toujours la même. « Votre situation est instable, Madame Moreau. Sans contrat de travail, sans revenus réguliers, le dossier est difficile à défendre. » On lui conseilla de prouver son engagement parental, de rassembler des attestations, de démontrer qu'elle avait un logement adéquat. Elle le savait déjà. Elle l'avait fait 100 fois. Mais cela ne semblait jamais suffire. Le plus douloureux était de constater l'aisance avec laquelle les grands-parents de Théo manœuvraient dans cette même administration. Ils avaient un avocat réputé, présentaient des documents soignés, apportaient même des photos de Théo dans leur maison de campagne, tout sourire. Ils affirmaient vouloir le bien de l'enfant, tout en insinuant que Claire était incapable de lui offrir une vie stable. Ils insistaient sur ses horaires changeants, sur le quartier modeste où elle vivait, sur le fait qu'elle n'avait pas de famille proche pour l'aider. Ils construisaient un portrait froid, un peu flou, mais suffisant pour semer le doute. Claire passa les jours suivants dans un état de tension constant. Elle essayait de continuer sa routine pour Théo, mais ses gestes devenaient mécaniques. La moindre remarque de l'école, la moindre toux de son fils suffisait à l'alarmer. Elle ne mangeait presque plus, dormait par à-coups. Chaque soir, elle s'efforçait de garder son calme devant Théo, de lui raconter des histoires, de lui faire réciter l'alphabet comme si tout allait bien. Mais dès qu'il dormait, elle s'effondrait sur la table de la cuisine, entourée de papiers, de dossiers, de lettres, cherchant désespérément une faille, un argument, quelque chose qui puisse faire pencher la balance de son côté. Elle consulta même un organisme de médiation familiale dans l'espoir de trouver une solution amiable. Mais les grands-parents refusèrent de participer à toute démarche de conciliation. Pour eux, le combat devait se jouer devant le juge, là où leur pouvoir et leurs ressources pouvaient faire la différence. Ils affirmaient à qui voulait l'entendre que Claire n'était pas en mesure d'élever Théo. Pas par manque d'amour, non, mais par manque de structure. Leur discours était poli, presque bienveillant en surface, mais parfaitement tranchant dans le fond. Le 6e jour avant l'audience, Claire reçut un document qui l'ébranla plus encore. Un mémoire rédigé par l'avocat des grands-parents. Il y était question de négligence présumée, de témoignages flous d'anciens voisins et même d'un épisode où Claire aurait, selon eux, laissé Théo seul quelques minutes dans l'appartement pendant qu'elle descendait sortir les poubelles. Elle se souvenait de cet instant. Théo dormait, elle était sortie 2 minutes, et la porte restait entrebâillée. Rien d'illégal, rien de dangereux. Mais transformé en accusation, ce détail devenait une arme contre elle. Dans un coin de son esprit, une question revenait sans cesse. Qui était ce nouveau juge? Marc Delacroix. Le nom ne lui disait rien. Elle chercha sur Internet, quelques mentions sur des forums de droit, un profil professionnel sobre. Il semblait sérieux, peu médiatisé, issu de la région mais rien de précis. Il était arrivé récemment au tribunal de Lyon, en mutation. Aucun article, aucune controverse, rien qui ne lui permette de savoir s'il était sévère, compréhensif, rigide. Un mur lisse. Claire fit ce qu'elle put pour se préparer. Elle écrivit une lettre qu'elle lirait à l'audience si on lui en donnait la chance. Elle demanda à la directrice de l'école de Théo une attestation sur son engagement parental. Elle demanda à une voisine qui l'avait vu élever son fils seul d'écrire quelques lignes. Elle rangea son appartement, prit des photos, constitua un petit dossier,
le relut 100 fois. À la veille de l'audience, elle resta éveillée jusqu'à tard dans la nuit, fixant le plafond. Dans le silence, une seule pensée l'obsédait. Et si, malgré tout cela, elle perdait? Et si Marc Delacroix décidait que Théo serait mieux ailleurs? Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne savait rien de ses convictions, de son humanité. Et cette incertitude, plus que tout, lui serrait la gorge. À peine avait-elle terminé de imprimer les dernières attestations pour son dossier que Claire reçut un appel qui allait encore alourdir sa situation déjà fragile. Une assistante sociale, avec un ton aussi neutre que mécanique, l'informa que son dossier venait d'être reclassé en catégorie à risque. Ce terme, froid et catégorique, résonna dans sa tête comme une condamnation. Elle tenta de comprendre les raisons de cette décision soudaine et la réponse fut brutale. Absence de contrat de travail stable, absence de garant, logement précaire dans une zone jugée sensible et statut de travailleuse indépendante non régularisée. Tous les éléments qui composaient son quotidien depuis des années, elle les avait toujours vécus comme des épreuves à surmonter, mais maintenant, ils devenaient des accusations implicites. L'assistante lui expliqua que cela ne signifiait pas une perte automatique de la garde, mais que ce classement influençait fortement l'évaluation du juge, notamment dans les cas où l'autre partie proposait une alternative jugée plus stable. Claire raccrocha, muette, le regard fixe, la gorge nouée. Elle comprenait soudain que tout ce qu'elle croyait avoir défendu jusque-là, son engagement, sa capacité à élever Théo seul, son amour constant, ne pesait pas assez face à des critères administratifs. Le système ne regardait pas les sacrifices, il regardait les chiffres. Elle se sentit écrasée. Ce n'était pas seulement un obstacle de plus, c'était un changement de terrain, dans une bataille déjà déséquilibrée. Elle consulta alors un travailleur social indépendant, un ancien collègue d'une de ses missions passées, pour essayer d'obtenir une évaluation alternative, mais il lui expliqua que les délais étaient trop courts et que son avis ne serait pas recevable à temps. Chaque issue semblait se refermer une à une. Elle essayait de rester lucide, mais son corps commençait à la trahir. La fatigue la rendait irritable. Ses nuits étaient parsemées de réveils en sursaut et les moindres gestes quotidiens lui demandaient une concentration démesurée. Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle reçut une notification des avocats des grands-parents. Une pièce supplémentaire allait être ajoutée au dossier. Un document d'une dizaine de pages, accompagnant un épais dossier de photos, de courriels imprimés et de copies de messages privés. L'un des arguments centraux de ce nouveau document était une accusation voilée de négligence émotionnelle et éducative. Les grands-parents affirmaient que Théo montrait des signes de stress, qu'il parlait parfois de sa mère comme étant toujours fatiguée, qu'il disait qu'elle pleurait la nuit, des fragments de phrases que l'enfant avait peut-être vraiment dit dans un contexte innocent, mais qui étaient désormais transformés en preuves de carence affective. Le cœur de Claire se serra à la lecture de ces mots, non pas parce qu'ils contenaient une vérité qu'elle refusait d'admettre, mais parce qu'ils utilisaient l'innocence de son fils comme une arme contre elle. Elle savait que Théo percevait sa fatigue, ses inquiétudes, ses moments de silence. Mais elle savait aussi combien il se sentait aimé, écouté, valorisé dans ce lien exclusif qu'ils avaient construit. Voir cette intimité trahie et détournée était d'une cruauté qu'elle ne parvenait pas à digérer. Elle retourna voir l'assistante sociale municipale, espérant au moins pouvoir faire ajouter un commentaire ou une réponse officielle à ces nouvelles accusations. Mais la réponse fut glaciale. Le juge appréciera la crédibilité de chaque pièce. Elle tenta d'expliquer, de raconter le quotidien, les petits gestes, les repas préparés tard dans la nuit, les livres lus à voix haute malgré l'épuisement, mais on ne lui demanda aucun détail. Les faits concrets, les comptes rendus officiels, les indicateurs mesurables, voilà ce que l'administration attendait. Pas la tendresse ni les efforts invisibles. Le surlendemain, Claire eut un bref échange avec la directrice de l'école de Théo. Celle-ci, bienveillante, lui offrit une lettre de soutien mentionnant l'assiduité de Théo, son comportement équilibré, sa curiosité en classe et l'implication constante de Claire dans son suivi scolaire. Ce document fut pour elle une bouffée d'oxygène. Elle le glissa immédiatement dans son dossier, comme un symbole que tout n'était pas encore perdu, que certaines voix, au moins, reconnaissaient son travail de mère. Mais au même moment, les grands-parents avaient déjà sollicité une expertise psychologique privée. Le rapport, rédigé par un professionnel rémunéré de leurs propres moyens,
dressait un portrait flatteur de leur environnement familial. Maison avec jardin, chambre dédiée à Théo, routine stable, alimentation équilibrée, présence quotidienne d'un adulte disponible. Claire n'avait aucun moyen d'opposer un document équivalent. Elle ne pouvait pas payer un psychologue indépendant. Son unique espoir restait la perception directe du juge lors de l'audience. Elle continua malgré tout à préparer son intervention. Elle relut sa lettre, la modifia, la raccourcit pour ne pas sembler plaintive. Elle décida de ne pas accuser les grands-parents, de ne pas tomber dans la confrontation. Elle voulait simplement raconter sa vérité, exposer sa réalité sans fard, montrer que, même si elle n'avait pas les moyens, elle avait l'amour et l'énergie nécessaires pour continuer d'élever Théo. Ce n'était pas une performance, c'était sa vie. Elle voulait que le juge voie cela. Le matin de la veille de l'audience, alors qu'elle vérifiait une dernière fois les documents, elle sentit un frisson parcourir sa colonne. Ce nom, Marc Delacroix, continuait de résonner comme une inconnue inquiétante. Et pour la première fois, une pensée étrange, presque irréelle, lui traversa l'esprit. Et si c'était le même Marc qu'elle avait aidé au bord de la route? Elle chassa l'idée aussi vite qu'elle était venue. Cela semblait absurde. L'homme sur la route n'avait rien d'un juge. Il avait l'air perdu, fatigué, presque effacé. Et puis, que cela aurait-il changé, de toute façon? Elle ne pouvait pas se permettre de construire des espoirs sur une coïncidence hypothétique. Elle se força à rester dans le concret. Préparer les vêtements de Théo pour qu'il soit présentable, organiser son absence de l'école, prévoir un déjeuner simple, relire les horaires du tribunal, vérifier l'adresse, organiser un trajet en bus. Chaque détail comptait. Elle ne voulait rien laisser au hasard. Elle ne dormirait probablement pas cette nuit-là. Mais cela n'avait plus d'importance. Demain, elle serait devant celui qui déciderait de l'avenir de son fils. Et il fallait qu'elle soit prête à affronter tout, même l'injustice. À l'aube de l'audience, dans un silence suspendu qui régnait sur l'appartement encore plongé dans l'obscurité, Claire s'agenouilla devant un carton de documents posé sur la petite table de la cuisine. Elle avait dormi à peine 2 heures, l'esprit saturé de pensées, incapable d'échapper à l'angoisse constante qui l'accompagnait depuis des jours. Autour d'elle, le calme artificiel du logement contrastait violemment avec le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Théo dormait encore, et elle utilisait ces quelques précieuses minutes pour revoir une dernière fois les pièces de son dossier. En fouillant parmi les feuilles, les photocopies et les attestations, ses doigts rencontrèrent un objet qu'elle n'avait pas remarqué depuis longtemps. Une fine lanière de cuir sombre enroulée sur elle-même, coincée entre 2 classeurs cartonnés. Elle la sortit, intriguée. C'était une petite bracelet masculin, simple, usé, mais avec une attache encore solide. En le dépliant, elle remarqua immédiatement un petit détail qu'elle n'avait pas vu au moment de le ramasser. Un minuscule écusson métallique incrusté dans le cuir, gravé d'un motif discret. Un blason stylisé, sans texte, seulement une balance entourée de feuilles de laurier. Elle resta figée, le bracelet dans la main. Ce n'était pas un accessoire banal, du moins pas un bijou acheté en série. Ce type de gravure, aussi spécifique, lui rappela immédiatement un souvenir diffus, comme une réminiscence enfouie. Elle essaya de replacer ce symbole, de le relier à quelque chose de familier. Ce n'était pas une marque de mode. Ce n'était pas non plus un motif décoratif sans signification. Elle l'avait déjà vu. Elle était presque certaine que ce type de blason apparaissait sur certains documents officiels. Et tout à coup, une possibilité s'imposa à elle, brutale dans sa simplicité. Le bracelet appartenait à cet homme qu'elle avait aidé sur la route. Et ce blason avait peut-être un lien avec la justice. Elle se leva d'un bond, le cœur serré, et fouilla dans un tiroir à la recherche de la convocation du tribunal. Elle déplia rapidement la lettre, cherchant le nom du juge, Marc Delacroix. Elle murmura le prénom, presque pour le tester, comme si elle l'entendait pour la première fois. Marc, le même que celui de l'homme en panne. Elle ferma les yeux, essayant de se souvenir de son visage. Il portait un manteau long, ses cheveux étaient gris sur les tempes, ses gestes posés, son regard calme. Était-ce le même? Il ne s'était jamais présenté en détail. Il avait simplement dit s'appeler Marc. Elle, dans sa précipitation et son altruisme instinctif, n'avait pas posé de questions. Elle n'avait même pas cherché à en savoir plus. C'était un moment bref, un acte spontané. Et pourtant, l'objet oublié dans sa voiture, cette lanière de cuir gravée,
était désormais la seule trace tangible de cette rencontre. Elle resta longtemps à contempler l'objet. Une multitude de pensées s'entrechoquaient. Si c'était bien lui, cela signifiait que le juge qui déciderait de son avenir et de celui de Théo l'avait déjà rencontré, et qu'il l'avait vu dans un contexte complètement différent, en dehors de toute procédure, sans que rien ne vienne parasiter l'image qu'il aurait pu se faire d'elle. Mais cette idée, loin de la rassurer, la plongeait dans un trouble profond. Était-ce une chance ou une menace? Ce type de situation, aussi invraisemblable qu'elle paraisse, pouvait devenir un levier imprévisible. Elle ne savait pas comment il l'avait perçu ce jour-là. Avait-il vu une femme généreuse? Ou bien une femme épuisée, marquée par la précarité? Avait-il deviné ses difficultés? Ou bien s'était-il contenté d'un remerciement poli avant de retourner à ses préoccupations? Elle hésita à glisser le bracelet dans son sac, mais finalement le rangea dans une petite boîte qu'elle enferma dans un tiroir. Elle ne voulait pas s'en séparer, mais ne voulait pas non plus qu'il soit découvert par mégarde. Ce souvenir, aussi flou soit-il, appartenait désormais à un territoire incertain, entre vie privée et procédure judiciaire. Le seul fait qu'elle l'ait trouvé à ce moment précis, la veille de son audience, semblait ajouter un poids étrange à sa présence. Pourtant, Claire se força à ne pas laisser son esprit s'échapper dans des conjectures. Elle n'avait pas de temps à perdre en spéculation. La vérité, elle la découvrirait bientôt. Ce jour-là, elle emmena Théo chez la voisine bien avant l'heure prévue. Elle voulait marcher un peu avant de se rendre au tribunal, tenter de rassembler ses pensées. Le froid piquant du matin l'aidait à rester lucide, malgré la tension qui lui nouait l'estomac. Elle révisait mentalement les grandes lignes de ce qu'elle comptait dire, les phrases clés qu'elle voulait prononcer, les faits qu'elle devait mettre en avant. Mais malgré tous ses efforts, une part de son attention restait accrochée à ce bracelet oublié, à cette rencontre sous la pluie et à ce nom sur la convocation. Quand elle arriva à proximité du tribunal, elle s'arrêta un instant sur le trottoir opposé, observant la façade imposante du bâtiment. C'était un lieu qu'elle connaissait déjà, mais qui lui semblait plus intimidant que jamais. Elle inspira profondément, puis traversa. À l'accueil, on lui indiqua la salle d'audience avec une précision administrative, sans un mot de plus. Elle gravit les escaliers, le dossier serré contre elle, le regard fixé droit devant, évitant de croiser celui des autres justiciables qui attendaient leur tour. Elle s'installa sur un banc de bois à l'extérieur de la salle. Son cœur battait à tout rompre. Autour d'elle, les avocats allaient et venaient, échangeant des formules juridiques dans un langage qu'elle ne maîtrisait pas. Elle se sentait minuscule, étrangère à ce monde de codes et de procédures. Pourtant, elle savait que dans quelques minutes, elle serait appelée à parler, à se tenir droite, à défendre sa vérité. Et malgré tout ce qu'elle avait préparé, une seule image revenait sans cesse. Celle d'un homme sous la pluie, debout à côté d'un capot ouvert, recevant son aide avec surprise. Elle ne pouvait pas s'en défaire. Elle voulait croire que cela n'avait rien à voir, que le passé ne s'immiscerait pas dans cette décision. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle reconnaîtrait ce visage en une fraction de seconde, si jamais c'était lui. Et cette perspective, aussi irréelle soit-elle, la rendait presque incapable de respirer. L'instant où le nom de Claire fut prononcé dans le couloir du tribunal marqua un basculement brutal entre l'attente nerveuse et la réalité. Elle se leva, les jambes légèrement engourdies, la gorge sèche, tenant fermement son dossier contre sa poitrine comme un bouclier invisible. Le greffier ne lui adressa pas un mot de plus, seulement un signe de tête indiquant l'entrée de la salle. Elle franchit le seuil d'un pas hésitant puis s'arrêta, saisie par une vision qui coupa son souffle. Assise à l'autre bout de la pièce, vêtue d'une toge noire impeccable, le visage calme, les mains croisées sur le bureau, se trouvait Marc Delacroix. C'était lui, l'homme qu'elle avait aidé quelques jours auparavant sous cette pluie battante à l'écart de la ville. Il n'y avait plus aucun doute. Elle reconnut instantanément les traits du visage, la posture, cette expression contenue, presque distante, mais où percevait à présent une rigidité particulière. Il leva les yeux vers elle à son entrée, croisa son regard, et quelque chose se figea brièvement dans l'air. Il ne sourit pas, ne fit aucun signe. Mais ses yeux, l'espace d'une seconde, trahirent une légère surprise. Puis son visage reprit son expression neutre. Claire resta debout, pétrifiée, un instant trop long avant d'avancer. Elle sentait le regard des autres dans la salle, l'assistante sociale, les avocats des grands-parents, ces derniers assis bien droits sur les bancs, vêtus de vêtements sobres mais visiblement coûteux.
Elle s'installa à la place indiquée, à gauche, sans avocat à ses côtés. Le vide à côté d'elle paraissait gigantesque. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle cette rencontre, les gestes simples qu'elle avait eus, l'échange bref, et maintenant, le poids de cette coïncidence déconcertante. Le greffier annonça l'ouverture de l'audience. Le ton solennel du moment contrastait violemment avec l'agitation intérieure de Claire. Marc Delacroix prit la parole d'une voix calme, contrôlée, en annonçant les parties, les circonstances du dossier et les objectifs de cette séance. Pas une seule inflexion dans son ton n'indiquait qu'il reconnaissait Claire. Il la nommait comme n'importe quelle autre mère présente dans un conflit judiciaire, avec la distance professionnelle attendue d'un magistrat. Cette froideur la dérouta presque autant que s'il l'avait accueillie avec familiarité. Elle l'observa du coin de l'œil tout au long de la première demi-heure. Il prenait des notes, posait des questions techniques aux représentants des grands-parents, examinait les pièces transmises avec attention. Il semblait concentré, méthodique, parfaitement dans son rôle. Claire avait l'impression d'être invisible malgré le souvenir partagé. Elle se surprit même à douter de la réalité de cette rencontre passée. Et si elle s'était trompée? Si l'homme sur la route n'était qu'un simple citoyen et que le juge Delacroix n'avait rien à voir avec lui? Mais non. C'était le même regard, le même front légèrement plissé, cette même manière de réfléchir avant de parler. Lorsque vint le moment de s'adresser à elle, Marc Delacroix leva à nouveau les yeux. Claire sentit immédiatement que cet échange serait différent. Il lui posa des questions claires, sans agressivité sur son parcours professionnel, sa situation actuelle, ses démarches pour trouver un emploi stable, ses conditions de logement. Chaque mot qu'il prononçait portait le ton neutre du droit. Mais dans ses pauses, ses silences entre les phrases, Claire percevait une forme d'attention plus soutenue. Il ne cherchait pas à la piéger, mais à comprendre. Puis, sans transition, il demanda à entendre les avocats des grands-parents. Ces derniers, parfaitement préparés, déroulèrent un argumentaire fluide, structuré, émaillé de termes techniques et d'éléments concrets. Ils parlaient de stabilité, de confort, de continuité éducative. Ils évoquaient les nombreuses absences de Claire de son domicile, son instabilité financière, son incapacité à assurer un environnement optimal pour l'enfant. Le ton n'était jamais accusateur en surface, mais chaque mot portait un sous-entendu lourd. Claire avait l'impression d'être réduite à un tableau de bord, à une liste de déficiences mesurées en cases rouges. Elle tenta de garder la tête haute, mais chaque phrase prononcée en face d'elle semblait l'écraser davantage. Elle se demanda si Marc Delacroix voyait cette inégalité, s'il percevait la manière dont le droit, parfois, renforçait les privilèges au lieu de les équilibrer. Il gardait le silence, notant avec une régularité mécanique ses lunettes abaissées au bout du nez, son regard se relevant de temps à autre vers l'orateur. Lorsque le juge annonça une pause, Claire sentit ses jambes flancher légèrement. Elle se leva, s'éloigna lentement de la salle, croisa les grands-parents dans le couloir, qui ne daignèrent même pas tourner la tête vers elle. Elle marcha jusqu'à une petite baie vitrée au bout du couloir, cherchant un point fixe sur l'horizon, pour éviter que ses pensées ne s'emballent. Ce qu'elle venait de vivre n'était qu'une première moitié. Le pire était peut-être encore à venir. En retournant vers la salle d'audience, elle croisa furtivement Marc Delacroix dans un autre couloir adjacent. Il était seul, sans toge, juste son visage et ses traits un peu plus détendus. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il sembla sur le point de dire quelque chose, mais il se contenta de la regarder quelques secondes, presque comme s'il vérifiait que c'était bien elle, la même femme que celle de la route. Puis il détourna les yeux et reprit son chemin. Ce moment silencieux, suspendu, valait plus que n'importe quelle déclaration. Claire comprit que cette reconnaissance avait bien eu lieu. Elle n'avait pas imaginé. Il savait. Il l'avait reconnu. Et pourtant, dans la salle, il n'avait rien laissé transparaître. Ce double langage entre la loi et la mémoire la désorientait. Elle ignorait si cela la plaçait dans une situation plus favorable ou si, au contraire, cela contraignait le juge à une rigueur encore plus inflexible. Elle retourna s'asseoir, prête à livrer sa propre version de l'histoire, sans artifice, sans défenseur, avec pour seule arme la vérité de son quotidien. Son cœur battait fort, mais ses mains ne tremblaient plus. Le regard du juge l'avait troublée, mais il avait aussi réveillé quelque chose en elle, l'envie de se battre jusqu'au bout, même si le verdict demeurait incertain, même si tout penchait contre elle.
Il lui restait encore sa voix, et elle comptait bien l'utiliser. Le silence retomba lourdement dans la salle d'audience quand Marc Delacroix annonça que la parole revenait à Claire Moreau. Le greffier leva les yeux, les avocats des grands-parents se reculèrent légèrement sur leur siège, et les intéressés eux-mêmes se figèrent dans une attitude polie, mais visiblement assurée. Tous attendaient sans doute une intervention fragile, hésitante, d'une mère seule, sans avocat, sans défense structurée, une voix vacillante qui s'effondrerait sous le poids des procédures. Claire, pourtant, s'avança d'un pas calme, dossier en main, et demanda si elle pouvait s'exprimer. Le juge acquiesça d'un simple geste. Elle inspira profondément et commença. Elle ne lut pas la lettre qu'elle avait rédigée. Elle ne sortit pas ses notes. À cet instant, elle comprit que ce qu'elle devait dire ne pouvait pas être lu, ni dicté, ni récité. Il fallait parler comme elle vivait, directement, sans filtre, sans détour. Sa voix trembla légèrement sur les premières phrases, mais elle se stabilisa vite, portée par la force contenue de son expérience. Elle commença par évoquer les faits. Son quotidien, les petits boulots, les horaires décalés, les sacrifices invisibles qu'elle avait faits pour maintenir Théo dans une routine stable, malgré l'instabilité de ses revenus. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais manqué un rendez-vous médical, qu'elle participait activement à la vie scolaire de son fils, qu'elle connaissait chaque professeur, chaque difficulté qu'il avait pu rencontrer. Elle ne chercha pas à se faire plaindre. Elle ne pleura pas. Elle ne s'accabla pas non plus. Elle exposait simplement sa vie telle qu'elle était, dans ses limites comme dans ses victoires. Elle raconta comment Théo aimait lire le soir avec elle, comment ils cuisinaient ensemble le dimanche, comment elle avait refusé plusieurs opportunités de travail mieux rémunérées parce qu'elle l'éloignerait trop longtemps de son fils. Elle expliqua que la stabilité pour elle ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais en constance émotionnelle, en présence réelle, en attention quotidienne. Elle s'interrompit une seconde pour regarder Théo, assis derrière elle, encadré par la voisine venue le garder pour la journée. Il lui souriait timidement. Cette image renforça sa voix. Elle continua en s'adressant désormais directement au juge, posément, sans défiance. Elle dit comprendre que sur le papier, elle ne représentait pas la sécurité idéale. Elle savait ce que son dossier contenait. Revenus irréguliers, logement modeste, absence de soutien familial. Mais elle demanda qu'on regarde au-delà des apparences, qu'on considère l'enfant, pas seulement le contexte, qu'on écoute ce que Théo exprimait au quotidien, dans sa joie, dans son comportement équilibré, dans sa confiance. Elle n'était peut-être pas une mère parfaite, mais elle était présente, cohérente, investie. Et surtout, elle n'avait jamais cessé de se battre pour lui. À plusieurs reprises, elle croisa le regard du juge Delacroix. Il restait impassible, notait parfois quelques mots, mais ne l'interrompait pas. Pourtant, dans certains moments où elle évoquait ses échecs, ses choix difficiles, elle sentit dans ses yeux une nuance différente, imperceptible pour les autres, mais claire pour elle. Un regard qui n'était ni compassion ni pitié, mais peut-être la reconnaissance silencieuse de ce que signifie se débrouiller seul, cette forme de solitude que rien n'officialise, mais que certains vivent comme un fardeau quotidien. Claire termina en disant qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir un avocat, qu'elle n'avait pas les mots juridiques parfaits, mais qu'elle avait une certitude. Théo allait bien avec elle. Il dormait sereinement, il mangeait à sa faim, il apprenait, il grandissait, et surtout il se sentait aimé chaque jour. Elle ajouta que ce que les grands-parents appelaient instabilité n'était en fait qu'une vie honnête, pleine d'efforts, de priorités assumées. Elle ne cherchait pas à gagner un combat contre eux, mais à conserver le droit de continuer d'élever son fils avec dignité. Quand elle se tut, la salle resta un moment figée. Le silence qui suivit n'était pas celui du désintérêt, mais celui d'une suspension. Comme si chacun, pendant quelques secondes, prenait la mesure de la sincérité de ses mots. Les avocats en face griffonnèrent quelques notes, probablement pour contrer certaines de ses affirmations, mais sans conviction visible. Marc Delacroix remercia Claire d'un ton neutre et annonça qu'il allait examiner les documents restants avant de poursuivre l'audience avec les dernières déclarations. À cet instant, Claire se rassit, les mains moites, la tête encore pleine de tension. Elle n'avait aucune idée de l'effet qu'elle avait produit. Elle savait seulement qu'elle n'aurait pas pu faire mieux, qu'elle avait parlé avec tout ce qu'elle avait en elle, et que maintenant cela ne lui appartenait plus. Sa vérité était posée là, dans cette pièce, face à un juge qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais dont elle connaissait désormais au moins le visage. À peine Claire eut-elle terminé son exposé,
que l'avocat des grands-parents se leva pour annoncer avec une assurance maîtrisée qu'il avait une dernière pièce à présenter. Un murmure discret parcourut la salle, vite réprimé par le regard du greffier. Le juge de la Croix acquiesça d'un signe de tête et l'avocat déroula calmement sa stratégie. Il annonça l'audition d'un témoin supplémentaire, une ancienne employeuse de Claire, Madame Brisset, qui avait, selon ses mots, des éléments sérieux à apporter concernant le comportement parental de Madame Moreau. Claire sentit une alarme résonner en elle. Elle n'avait pas vu cette femme depuis plus d'1 an et leur collaboration s'était terminée de manière abrupte. Une mission de ménage hebdomadaire dans une maison bourgeoise des hauteurs de Lyon, interrompue lorsque Claire avait dû s'absenter à plusieurs reprises à cause de la maladie de Théo. Elle se souvenait encore du ton sec avec lequel Madame Brisset avait mis fin à leur accord, arguant d'un manque de professionnalisme, qui pour Claire n'était que la conséquence directe de sa situation de mère isolée sans relais. Elle ne s'attendait pas à la revoir un jour, et certainement pas dans ces circonstances. La porte s'ouvrit et la femme entra, tirée à 4 épingles, robe sobre, cheveux attachés, une pochette en cuir à la main. Elle s'installa dans le box des témoins, salua brièvement, puis répondit aux premières questions de l'avocat avec une politesse distante. Elle confirma avoir employé Claire Moreau pendant plusieurs mois, puis, d'un ton posé, déclara avoir été surprise à plusieurs reprises par le désordre mental apparent de la jeune femme, et surtout, ajouta-t-elle après un silence calculé, l'avoir entendu dire qu'elle laissait parfois son fils seul dans l'appartement pour aller travailler. Elle insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas de simples impressions, mais de paroles directes, et qu'elle s'était toujours inquiétée pour l'enfant. À ces mots, le sang de Claire se glaça. Elle ne se souvenait d'aucune conversation de ce genre. Jamais elle n'avait dit qu'elle laissait Théo seul pour aller travailler. Elle l'avait peut-être mentionné une fois, qu'elle n'avait trouvé personne pour le garder un soir et qu'elle avait dû improviser, mais jamais comme une pratique régulière. Le témoignage de Madame Brisset la peignait comme une mère imprudente, voire négligente, incapable de faire passer la sécurité de son enfant avant ses obligations. Et dans le silence glacé de la salle d'audience, ces mots prenaient une ampleur démesurée. Claire voulut se lever, protester, mais elle se contint. Marc Delacroix ne broncha pas. Il prit note, comme à son habitude, demandant ensuite si le témoin avait d'autres faits à mentionner. Madame Brisset évoqua un autre épisode. Un jour où Claire serait arrivée en retard, visiblement épuisée, et aurait dit que son fils avait pleuré toute la nuit. Elle termina son témoignage en soulignant qu'elle n'avait jamais voulu nuire, mais qu'elle estimait avoir une responsabilité morale à faire entendre sa voix. Le ton, volontairement modéré, ne faisait qu'amplifier la portée des accusations. Claire sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'un tel témoignage, même s'il ne reposait sur aucun fait vérifié, pouvait peser lourd dans la balance. La parole d'un témoin extérieur, considéré comme neutre, valait souvent plus que la sienne, surtout face à un juge censé rester impartial. Elle se tourna vers Delacroix, tentant de capter un indice, une réaction, mais rien. Son visage restait figé dans cette neutralité professionnelle qui, dans cette seconde, devenait insupportable. Lorsque le juge annonça une suspension de séance avant la reprise des débats, Claire sortit précipitamment. Elle marcha jusqu'au couloir, les yeux embués, le cœur battant à tout rompre. Tout ce qu'elle avait construit venait de recevoir un coup violent. Comment se défendre contre un souvenir mal interprété, contre des paroles sorties de leur contexte, contre une femme qui ne l'avait jamais comprise et qui, maintenant, apparaissait comme une voix de raison dans un dossier complexe. Claire se sentit humiliée, trahie et surtout impuissante. Elle s'assit sur un banc vide, la tête entre les mains. Elle avait tout donné, tout raconté avec sincérité, et voilà qu'un souvenir tronqué menaçait de tout emporter. Elle se demanda si elle devait demander à témoigner de nouveau, si elle devait écrire une réponse. Mais que pouvait-elle dire, sinon qu'elle n'avait jamais mis son enfant en danger? Ce genre de défense, dans ce contexte, sonnerait comme un démenti tardif, une justification, et elle n'avait personne pour l'appuyer. Personne dans cette salle n'avait vécu son quotidien, vu ses nuits blanches, ses choix, ses dilemmes. Personne ne pouvait comprendre. Le couloir du tribunal restait silencieux. Des avocats passaient, jetant des regards furtifs, mais sans s'arrêter. Claire tenait encore son dossier contre elle, mais maintenant, il lui semblait dérisoire. Une pile de papier contre une parole bien placée. Elle tenta de se recentrer. Ce n'était pas fini. Le juge n'avait pas encore rendu sa décision, et même si cette déclaration avait porté un coup dur, elle refusait d'abandonner. Elle se leva,
retourna lentement vers la salle et s'assit à nouveau à sa place. Lorsque la séance reprit, le climat avait changé. Les avocats des grands-parents paraissaient plus détendus, presque certains de l'issue. Claire, en revanche, se sentait dans un état de concentration douloureuse. Elle ne regardait plus le juge, ni les autres. Elle fixait un point dans le vide, répétant mentalement les quelques faits qu'elle pourrait encore énoncer si on lui donnait la parole. Elle ne savait pas si elle en aurait l'occasion, mais elle savait qu'elle ne devait pas se laisser écraser. La dernière heure de l'audience fut brève. Le juge de la Croix posa encore quelques questions, surtout techniques. Il interrogea les grands-parents sur les modalités concrètes d'accueil de Théo, sur leur disponibilité, leur quotidien. Il nota leurs réponses sans commentaire. Il ne demanda rien de plus à Claire. Puis, il annonça que le délibéré serait prononcé dans les jours suivants, sans fixer de date précise. Et l'audience fut levée. Claire sortit de la salle sans un mot. Elle ne se retourna pas. Elle ne chercha pas à croiser le regard du juge. Elle traversa le couloir d'un pas ferme, descendit les escaliers et franchit la porte du tribunal sans respirer. Le froid du dehors la frappa au visage comme une gifle. Mais au moins, elle était dehors. Au moins, elle était encore debout. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle savait seulement qu'elle avait tenu jusqu'au bout. Le tribunal vidé de ses protagonistes laissait derrière lui un écho sourd, un silence de fin de représentation où l'essentiel s'était déjà joué, mais dont le résultat restait suspendu. Marc Delacroix, seul dans son bureau quelques instants après l'audience, relisait les dernières notes inscrites à la hâte sur son calepin. Les paroles de Claire tournaient encore dans son esprit, entremêlées à celles de la témoin surprise, cette ancienne employeuse dont le témoignage avait bouleversé l'équilibre fragile de la défense. Il s'efforçait de garder la distance imposée par sa fonction, mais une tension inhabituelle alourdissait son souffle. Quelque chose dans ce dossier résistait à l'analyse froide. Il se leva, ferma le dossier d'un geste lent, puis glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts rencontrèrent un petit objet familier qu'il avait oublié un instant. La fine lanière de cuir qu'il avait perdue sans s'en rendre compte quelques jours plus tôt. Elle était restée avec lui, comme une pièce d'un puzzle dont il n'aurait pas vu les contours. Il la sortit et la fit tourner entre ses doigts. Le blason gravé dans le cuir, symbole discret de son ancienne école de magistrature, n'avait jamais été qu'un détail pour lui. Mais aujourd'hui, il portait un sens nouveau, une connexion inattendue avec cette femme qui avait, sans le savoir, croisé sa route en dehors du cadre formel. Le souvenir de ce jour pluvieux ressurgit, précis, concret. La voiture en panne, l'impuissance passagère, et cette jeune femme qui s'était arrêtée sans hésiter. Elle n'avait posé aucune question, n'avait rien demandé en retour. Elle était repartie aussi vite, laissant une impression étrange, celle d'une personne animée par une bonté simple, presque mécanique. Ce n'était pas une démonstration de vertu, c'était un geste évident, comme un réflexe. Il n'avait pas cherché à en savoir plus. Il s'en était souvenu plus tard, quand le nom de Claire avait atterri sur son bureau. Et même alors, il avait voulu croire que ce n'était qu'une coïncidence. Mais aujourd'hui, après avoir écouté chacune de ses paroles, observé la manière dont elle avait affronté la salle, l'hostilité voilée des avocats, la cruauté feutrée d'un témoignage malveillant, Marc Delacroix ne pouvait plus faire semblant. Il ne s'agissait pas d'une rencontre fortuite sans conséquence. Il savait maintenant que ce moment avait dessiné un prisme à travers lequel il voyait désormais cette affaire. Et cette reconnaissance le mettait face à une difficulté inédite, maintenir son impartialité tout en sachant qu'il avait déjà perçu, hors du cadre judiciaire, une parcelle d'humanité chez l'une des parties. Il s'assit à nouveau, les coudes posés sur son bureau, la lanière de cuir entre les mains. Ce qu'il avait vu chez Claire ce jour-là n'était pas de la faiblesse ni de l'imprudence. C'était de la présence, une forme d'attention rare, celle qu'on ne peut pas feindre. Dans cette salle d'audience, elle avait été fidèle à cette image, droite, épuisée, mais authentique. Il n'avait rien oublié de son regard ce jour-là, ni de sa manière d'agir sans attendre un mot en retour. Et soudain, au-delà même de l'instant présent, un autre souvenir s'imposa à lui, bien plus lointain, celui d'une femme d'un tout autre temps. Sa propre mère, veuve avant qu'il n'ait atteint l'âge de raison, travaillant le soir dans une blanchisserie, dormant peu, comptant chaque pièce de monnaie pour qu'il puisse, lui, finir ses études. Il se revit, adolescent, assistant à ses sacrifices, entendant les remarques des voisins sur cette femme seule avec un enfant.
il n'avait jamais oublié les mots qui la décrivaient. Instable, fragile, dépassée. Il savait pourtant à quel point elle avait tout donné pour lui. À quel point ce regard extérieur avait toujours été injuste, incapable de saisir l'essentiel. Ce souvenir le heurta comme une vérité longtemps tue. Il comprit à cet instant que la situation de Claire réveillait en lui quelque chose de profond, d'intime. Ce n'était pas un lien affectif, ni une projection simpliste. C'était une résonance. Le système dans lequel il officiait exigeait des preuves tangibles, des indicateurs rigides, des diagnostics cliniques. Mais au fond, il savait que certains éléments de la parentalité échappaient à ces mesures, que l'amour ne se chiffrait pas, que la stabilité ne se résumait pas à un emploi à temps plein ou à un pavillon bien rangé. Il savait aussi que les grands-parents de Théo avaient tout préparé. Leur dossier était irréprochable, leur posture irréprochable, leur discours poli. Mais il y avait dans leur démarche une froideur calculée, un désir de contrôle plus qu'un désir de protection. Ils voulaient sauver un enfant qui n'était jamais en danger, l'arracher à une mère qui n'avait jamais failli dans l'essentiel. Leur stratégie juridique, aussi solide soit-elle, n'avait jamais pu cacher totalement le regard de propriété qu'ils posaient sur l'avenir de Théo. Delacroix se leva à nouveau, marcha lentement dans la pièce. Il regarda par la fenêtre, les rues de Lyon s'étendant au loin sous un ciel pâle. Ce n'était pas à lui de réparer les injustices de la vie, il le savait. Mais c'était à lui de trancher avec justesse, d'interpréter les faits avec rigueur, mais aussi de peser les réalités humaines dans toute leur complexité. Ce jour-là, il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu, ni dans le regard de Claire quand elle avait parlé de son fils, ni dans le silence pesant qu'elle avait gardé face aux témoignages mensongers. Elle n'avait pas surjoué, elle n'avait pas contesté avec violence. Elle avait encaissé, sans pour autant abandonner. Il revint à son bureau, ouvrit à nouveau le dossier, relut certaines lignes, puis le referma. Il savait déjà ce qu'il ferait, mais il le ferait en respectant le cadre, en honorant la justice telle qu'elle devait être exercée, sans favoritisme, sans précipitation. Il ne rendrait pas un verdict motivé par un souvenir personnel, mais il ne s'interdirait pas non plus de reconnaître qu'il existe parfois des instants de vérité en dehors des murs d'un tribunal, et que ces instants, s'ils sont rares, peuvent éclairer des décisions bien plus profondément que des milliers de pages de rapports. Lorsque le jour de la délibération arriva, l'atmosphère dans la salle du tribunal avait changé. Les bancs réservés au public étaient presque vides. Les membres du personnel suffisaient à remplir l'espace. Les quelques personnes présentes semblaient absorbées par le silence, plutôt que par les mots. Pour la première fois depuis l'ouverture de cette procédure, la date n'avait pas été annoncée. Le verdict, lorsqu'il serait rendu, serait remis par courrier recommandé à chacune des parties. Pour beaucoup, cette façon de procéder signifiait déjà que l'issue serait délicate. Claire sentit une tension nouvelle monter en elle, comme si pendant ces dernières semaines, elle n'avait jamais véritablement imaginé que tout cela pouvait finir autrement que par une séparation brutale d'avec son fils. Elle avait traversé l'audience, les attaques, les témoignages. Elle s'était défendue toute seule. Elle avait laissé sa voix être entendue. Et maintenant, l'attente pesait. Assise sur un banc en bois clair, elle relut une dernière fois les documents qu'elle avait préparés, bien qu'elle les connût déjà par cœur. Elle respira lentement, mais chaque inspiration semblait traîner, comme si l'air était plus dense. Le nom de son fils résonnait nerveusement dans son esprit. Elle pensait à ses rires, ses questions naïves, ses « Maman, pourquoi tu cours autant ?» qui jusqu'ici faisaient sourire Claire plus de fois qu'il ne l'attristait. Elle se rendit compte que tout son combat ne se réduisait pas à un jugement. Il s'agissait de la continuité de leur vie, de leur existence commune, et cette charge lui apparaissait à présent dans toute sa gravité. De l'autre côté de la salle, les grands-parents de Théo partageaient un mur gris sombre. Ils attendaient eux aussi, avec l'assurance que confèrent les ressources matérielles et sociales. Ils ne parlaient pas entre eux. Le regard de l'avocat derrière eux échangeait furtivement des mots avec les dossiers qu'ils tenaient. Il y avait dans cette attente une certitude bornée dans la préparation laquelle Claire ne possédait pas. Elle la jalousa un instant, non pas pour ce qu'ils avaient, mais pour ce qu'elle pensait qu'ils avaient déjà gagné. Elle se demanda si la justice pouvait vraiment peser les valeurs humaines avec autant d'impartialité que les chiffres, les contrats, les loyers payés, les horaires réguliers. Quand le greffier annonça que l'audience était levée et que les parties seraient informées du verdict par courrier,
Claire sentit un relâchement presque immédiat, comme si un muscle trop longtemps tendu venait de se détendre. Mais ce relâchement ne contenait pas de soulagement. Il contenait une forme de peur, car maintenant, elle ne contrôlait plus rien. Le combat continuait, mais sous une forme différente. Attendre. Elle quitta la salle du tribunal, descendit les marches, franchit la porte d'entrée. L'air du dehors était frais, presque mordant. Elle se sentit fragile, comme si elle avait passé un hiver dans ce lieu et venait de sortir sans manteau. Sur le trajet vers sa petite voiture, elle repensa à tous les détails. Les heures passées à rassembler les documents, les mots tremblants, les regards croisés avec le juge, le témoin, les avocats. Elle se remémora la courte pause dans le couloir, le regard que lui avait adressé Marc Delacroix, un regard qu'elle n'avait pas su interpréter, mais qui ne lui avait permis aucun soupçon de bienveillance manifeste. Elle se demanda si, dans ce silence après l'audience, elle avait laissé quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'elle n'aurait pas su dire ou qu'elle avait cru devoir taire. Le soir venu, à l'appartement, elle posa dossier sur la table de la cuisine. Théo avait déjà mangé et dormait. Elle resta seule, les lumières tamisées, observant l'appartement qu'elle partageait avec son fils et ses rêves, un espace modeste mais plein d'histoire. Les photos sur les étagères, les dessins accrochés au mur, leur rituel du soir, elle reconnut que tout ceci pourrait ne pas suffire aux yeux du tribunal. Un T1 dans un quartier modeste, certes, mais son foyer. Elle se massait lentement les tempes, essayant de dissiper la douleur discrète que lui causait la fatigue, mais aussi l'attente. L'attente rendait visible ce qu'elle avait caché, ses nuits interrompues, ses économies quasi inexistantes, ses peurs sans mots. Mais elle n'avait rien à ajouter maintenant. Dans les jours qui suivirent, chaque vacance de l'emploi, chaque rendez-vous manqué, chaque coup de téléphone non répondu devenait une source d'anxiété. Elle guettait le facteur, chaque bruit dans l'escalier, la sonnette. Quand un courrier arriva, elle resta quelques minutes immobile, le regard fixé sur l'enveloppe timbrée, comme si le moindre détail comptait. Elle inspira profondément puis la retira. À l'intérieur se trouvait la décision du juge. Les lettres, les mots, étaient fermés, conservés sous un formalisme que rien ne rendait chaleureux. Elle posa l'enveloppe sur la table, puis s'assit. Théo venait d'entrer dans la pièce, rougi par la fatigue, mais serein. Il lui demanda simplement « Maman, est-ce qu'on peut aller au parc demain ?» Et ce moment illumina tout ce qui avait été à gagner. Elle prit l'enveloppe, la coupa lentement, savourant l'instant où le papier céderait. Elle lut les premières lignes avec appréhension. Un silence troublant vint alors, comme une onde traversant l'air calme du soir. Les mots suivaient, formels, mais ceux-ci n'avaient rien d'une fatalité. La phrase qui vint ensuite fut claire, brute, concrète. Elle obtiendrait la garde de Théo. Avec l'intervention d'un service de maintien familial, une supervision initiale d'un assistant social et un soutien psychologique à titre gratuit. Le soulagement l'envahit d'un coup, suivi d'une vague d'émotions qu'elle avait retenue depuis des semaines. Elle pleura seule, lentement. Pas de cris, pas d'excès. Une larme après l'autre, mais chaque larme était un mot qu'elle ne s'était jamais autorisée à prononcer. Puis, elle repensa à ce que cette décision signifiait réellement. Ce n'était pas un triomphe définitif. Il restait des rendez-vous, des contrôles, des conditions. Elle aurait approuvé sa constance. Elle salua ce compromis, un soutien imposé mais nécessaire. Elle était soulagée, mais vigilante. Elle était heureuse mais consciente du chemin à parcourir. Elle regarda son fils qui venait de s'endormir dans sa chambre. Elle le contempla, si petit, si confiant, si paisible. Elle se leva, le recouvrit doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit que c'était son avenir à tous les deux qui commençait, et non plus seulement un combat pour le préserver. La décision était tombée. L'incertitude avait cédé devant un espoir tangible. Mais le poids de la décision restait là, lourd de responsabilités nouvelles. Claire savait maintenant que la garde n'était pas seulement un verdict. C'était un engagement, un contrat moral et affectif qu'elle venait de renouveler pour elle et pour Théo. Et elle se tenait prête à tenir cette promesse, sans illusion, sans bravade, juste avec la force d'une mère déterminée à vivre sa vie. Quelques jours après avoir reçu le courrier officiel confirmant la garde de Théo, Claire fut contactée par le tribunal pour un dernier rendez-vous formel de clôture de dossier. Ce type de rendez-vous, bien qu'administratif, permettait souvent aux juges de formuler verbalement les modalités pratiques de leur décision. Claire s'y rendit avec une prudence mêlée de curiosité.
Elle savait que tout avait déjà été statué, que la sentence était écrite, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension particulière en approchant du bâtiment qu'elle avait quitté peu de temps auparavant avec un sentiment de soulagement mêlé de fatigue profonde. Elle n'attendait pas de surprise. Elle pensait que ce serait rapide, technique, sans réelle portée émotionnelle. Elle fut accueillie dans une petite salle, différente de celle de l'audience. Un espace plus intime, presque dépouillé, avec une simple table et 2 chaises, quelques dossiers posés sur un coin. Pas de robe noire, pas de greffier, juste Marc Delacroix, assis en civil, avec un carnet ouvert devant lui. Il se leva à son arrivée, la salua d'un hochement de tête, lui indiqua la chaise face à lui. Le geste était simple, mais portait une nuance difficile à ignorer. Claire s'assit, le cœur battant légèrement plus vite que d'ordinaire. Le juge ne parla pas immédiatement. Il feuilleta lentement quelques documents, comme s'il laissait le silence installer un équilibre nouveau entre eux. Lorsqu'il prit la parole, ce ne fut pas avec le ton solennel qu'elle avait entendu durant l'audience. Sa voix était posée, presque personnelle. Il rappela brièvement les éléments de la décision, la garde accordée, l'accompagnement mis en place, les conditions de suivi. Il ne changea rien à ce qui avait déjà été écrit. Mais soudain, il fit une pause et releva les yeux vers Claire. Il dit alors quelque chose que personne n'attendait dans ce genre de contexte. Il parla de lui, de son enfance, élevé seul par une mère qui avait cumulé 2 emplois, qui n'avait jamais pu lui offrir plus qu'un lit propre et une assiette sur la table, mais qui lui avait transmis la force de poursuivre des études, de croire en lui, de construire un avenir. Il expliqua que, pendant longtemps, il avait vu le monde comme un système structuré, équilibré, et qu'il avait choisi la magistrature pour défendre l'équité. Mais qu'en réalité, très peu de situations étaient aussi claires que les textes le laissèrent croire. Claire l'écoutait figée, sans savoir où il voulait en venir. Il ne cherchait pas à créer un lien personnel. Il ne livrait pas son récit par empathie. Il construisait une logique, une perspective. Puis, après un silence appuyé, il ajouta qu'il avait été aidé récemment dans un moment très banal de sa vie. Une panne sur la route, sous une pluie battante. Il ne nomma pas Claire. Il ne fit aucun commentaire direct. Il n'y eut aucune rupture dans son ton. Mais tout était dit. Elle sentit un léger vertige. Il confirma à sa manière qu'il l'avait reconnue dès la première minute. Il poursuivit, affirmant que ce geste d'aide, offert sans condition, sans connaissance de qui il était, l'avait profondément marqué. Non pas parce qu'il avait été aidé, mais parce que cela lui avait rappelé ce que tant de gens oubliaient, que derrière chaque visage anonyme se cache une histoire, un combat, et que la justice, quand elle se limite à des barèmes, des statuts ou des revenus, oublie souvent l'essentiel. Il dit que ce souvenir avait pesé sur lui pendant l'analyse du dossier, non comme un biais, mais comme une alerte intérieure à ne pas juger à travers des filtres déformants. Claire resta silencieuse. Elle ne savait quoi dire, et peut-être qu'aucune réponse n'était attendue. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas un remerciement, encore moins une dette. C'était un éclaircissement. Une manière de rendre visible ce qui s'était joué en filigrane, loin des documents, des témoins, des arguments. Delacroix referma son carnet, le posa devant lui. Il dit simplement qu'il espérait que sa décision offrirait à Théo une continuité stable et à elle la possibilité de souffler. Il rappela les coordonnées du service d'accompagnement, insista sur l'importance de suivre les rendez-vous, non comme une contrainte, mais comme un outil à son service. Puis, il se leva, mit fin à l'entretien. Claire aussi se leva un peu tremblante. Elle hésita une seconde, mais n'ajouta rien. Elle comprit que ce moment n'était pas destiné à être prolongé. Le message avait été transmis, et il fallait maintenant avancer. En quittant la salle, elle sentit pour la première fois que quelque chose s'était rééquilibré, que la justice, cette fois, avait su écouter sans se perdre dans ses propres limites. Ce retournement, inattendu, n'était pas une faveur, ce n'était pas une exception. C'était la reconnaissance discrète qu'un acte humain pouvait, sans le vouloir, ouvrir une brèche dans les certitudes d'un système trop souvent figé. Et dans cette brèche, une mère et son fils avaient pu continuer à vivre ensemble, sans être réduits à un tableau d'irrégularité ou à un rapport social froid. Rien de magique, rien de sentimental, juste la reconnaissance simple d'une vérité vécue. Quelques semaines après l'entretien discret avec Marc Delacroix, Claire commença à sentir les effets réels de la décision du tribunal dans son quotidien. Contrairement à ce qu'elle avait craint,
Le suivi imposé ne se révéla ni intrusif ni punitif. L'assistante sociale désignée, une femme d'une 50aine d'années prénommée Jeanne, se montra rapidement attentive, posée et respectueuse. Lors de leur première rencontre, elle précisa clairement que son rôle n'était pas de juger, mais d'accompagner, de vérifier certains éléments pratiques et surtout de veiller à ce que Claire dispose des outils nécessaires pour se stabiliser durablement. Claire ouvrit sa porte avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle n'avait rien à cacher, mais elle redoutait que le moindre désordre, le moindre mot mal interprété, puisse à nouveau devenir une arme contre elle. Jeanne entra, observa l'espace sans froideur, fit quelques remarques sur la luminosité de l'appartement, les dessins accrochés au mur, la table bien rangée. Elle prit des notes, mais engagea surtout un dialogue. Elle demanda comment Claire s'organisait avec Théo, quels étaient ses horaires de travail, ses projets à court terme. Elle proposa quelques contacts utiles pour des aides administratives, une orientation vers un centre de formation continue et même une structure de garde périscolaire subventionnée par la mairie. Ce fut la première fois depuis longtemps que Claire sentit que l'aide sociale pouvait aussi être un levier de stabilité et non un facteur de contrôle. Le soutien psychologique promis par le jugement fut également mis en place rapidement. Une fois par semaine, Claire se rendait à pied dans un petit cabinet situé à moins de 15 minutes de chez elle, où une psychologue l'accueillait sans condescendance. Là, elle apprit à verbaliser ce qu'elle avait toujours gardé pour elle. La fatigue écrasante, la peur de l'échec, l'impression constante de devoir prouver sa valeur de mère face à un monde qui semblait toujours la regarder de haut. Cette parole libérée, encore fragile, lui permit de reconsidérer certains choix, certaines habitudes. Elle comprit au fil des séances que la solitude qu'elle vivait n'était pas un échec personnel, mais un état que beaucoup de femmes comme elle subissaient en silence. Théo, de son côté, n'avait jamais semblé aussi épanoui. Il se levait chaque matin avec entrain, enfilait son manteau tout seul, courait vers l'école avec la légèreté des enfants qui n'ont pas à s'inquiéter de ce que cache le regard de leurs parents. Claire l'observait, parfois de l'autre côté de la rue, jouant avec ses camarades. Elle voyait dans ses gestes une sécurité nouvelle, une confiance née du fait que leur quotidien, même modeste, était devenu prévisible, structuré. Elle savait que rien n'était miraculeux. Son loyer était toujours difficile à payer. Ses missions restaient temporaires, mais il y avait désormais une forme d'équilibre qui, jusque-là, lui avait échappé. Elle repensait souvent à ce que Marc Delacroix avait dit lors de leur dernier échange. Pas tant à ses souvenirs personnels qu'à sa manière d'aborder le jugement comme une responsabilité humaine et non simplement administrative. Elle avait compris dans les jours qui avaient suivi qu'il n'avait pas modifié la loi pour elle, ni contourné les procédures. Il avait simplement appliqué le droit dans toute sa complexité, avec une compréhension du réel que trop peu de juges prenaient le temps de cultiver. Et dans cette application-là, il y avait eu une reconnaissance. Pas une récompense, pas un geste de gratitude, mais une validation du fait que ses efforts, sa persévérance, avaient du poids. Cette reconnaissance se propagea peu à peu dans d'autres sphères. À l'école de Théo, la directrice félicita Claire pour sa régularité, pour son implication constante. Elle l'encouragea à participer au conseil des parents d'élèves. Au centre communautaire, où elle continuait à apporter quelques vêtements et objets usagés, on lui proposa de prendre en charge une demi-journée d'atelier pour d'autres mères célibataires. Ces gestes simples, sans prétention, construisaient un autre type de stabilité, celle de l'estime retrouvée, du sentiment de ne plus être seule contre tous. Mais le chemin restait exigeant. Chaque mois nécessitait une organisation serrée, un arbitrage entre les dépenses essentielles, les imprévus, les choix éducatifs. Claire continuait à travailler tard, à répondre à des annonces, à prospecter pour des missions de nettoyage, de secrétariat à distance, de garde ponctuelle. La fatigue ne l'avait pas quittée, mais elle n'était plus écrasante. Elle faisait désormais partie de sa réalité, au même titre que ses responsabilités, ses victoires discrètes, sa volonté de construire un avenir viable. Un jour, alors qu'elle triait des papiers, elle retrouva la copie de la décision du juge. Elle la relut en silence, s'arrêtant sur les termes juridiques précis, les paragraphes décrivant les mesures de soutien. Rien dans ce texte n'évoquait leur rencontre fortuite sur la route, ni l'échange informel qui avait suivi. Mais tout dans ce texte portait la marque d'une décision rendue avec la pleine conscience des conséquences humaines.
Elle rangea le document avec soin, non comme une relique, mais comme un rappel tangible que la justice, lorsqu'elle écoute, peut réparer sans humilier. Ce jour-là, elle écrivit quelques lignes dans un carnet qu'elle tenait pour elle-même, un espace de mots qu'elle n'avait encore jamais montré à personne. Elle y nota qu'elle n'attendait plus qu'on reconnaisse ses efforts, mais qu'elle se savait désormais capable de les honorer, que la peur de tout perdre ne la dominait plus, qu'elle avait appris à exister autrement, non pas en prouvant sans cesse qu'elle méritait son rôle de mère, mais en le vivant pleinement, avec les moyens qu'elle avait et ceux qu'on lui avait enfin permis d'utiliser. Cette justice-là, celle qui ne s'était pas contentée de juger mais avait su reconnaître, resterait pour elle une rareté précieuse. Et si elle devait un jour en parler à Théo, ce ne serait pas pour lui raconter une histoire édifiante. Ce serait pour lui dire que parfois, quand on ne baisse pas les bras, il arrive que le monde, même s'il ne devient pas plus juste, ouvre une brèche suffisante pour qu'on puisse y faire passer un peu de lumière. Ce jour-là, le ciel de Lyon était d'un bleu pâle, traversé de nuages lents qui projetaient leur ombre sur les toits encore humides de la nuit. Claire marchait sur le trottoir qui longeait l'ancien bâtiment du tribunal, tenant fermement la main de Théo, qui trottinait à côté d'elle, racontant d'une voix animée un épisode vécu à l'école. Elle l'écoutait d'une oreille attentive, souriant par intermittence, absorbée autant par les mots de son fils que par ses propres pensées. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que la décision du juge de la Croix avait été rendue et que leur quotidien avait trouvé une nouvelle stabilité. Ce matin-là, elle devait passer déposer des documents complémentaires au service de suivi social. Un simple rendez-vous administratif sans enjeu particulier. Mais son esprit, malgré la routine, restait en alerte, encore marqué par la tension de ces derniers mois. Elle n'avait plus croisé Marc Delacroix depuis l'entretien privé dans la petite salle du tribunal. Il n'avait jamais été question d'un autre contact, aucun besoin d'en dire davantage. Ce qu'il avait exprimé avait été suffisant. Pourtant, une part d'elle, discrète mais persistante, gardait en mémoire le regard qu'il lui avait adressé ce jour-là, et la manière dont il avait parlé de justice, non pas comme une mécanique, mais comme un engagement. Elle n'en attendait rien, mais elle ne l'avait pas oublié. Après avoir remis les documents au guichet, Claire sortit avec Théo qui réclamait une boisson chaude. Elle accepta, et tous deux traversèrent la place pour s'arrêter dans un petit café discret, situé à l'angle d'une ruelle calme. Tandis qu'elle s'installait à une table près de la vitrine, elle aperçut, sur le trottoir d'en face, une silhouette familière. Un homme, seul, lisant quelque chose dans ses mains, debout, les épaules légèrement courbées. Il leva la tête et leurs regards se croisèrent. Il fallut moins d'une seconde à Claire pour reconnaître Marc Delacroix. Il la vit, s'arrêta, puis, après une hésitation mesurée, traversa la rue. Il ne portait pas de dossier, ni de toge, ni de sac de travail, juste un manteau sobre et une écharpe sombre. Lorsqu'il arriva à hauteur de la table, il s'arrêta, sourit faiblement et dit simplement « Bonjour Claire ». Elle répondit par un « Bonjour monsieur », instinctif, puis, voyant qu'il restait debout, ajouta « Vous voulez vous asseoir une minute ?» Il accepta d'un signe de tête et s'installa, posant calmement les mains sur la table. Théo, intrigué, observa l'homme un instant, puis retourna à sa boisson. Claire, elle, restait droite, attentive, curieuse, sans être sur la défensive. Le juge de la Croix prit la parole en premier d'une voix posée. Il expliqua qu'il avait vu son nom sur la liste des rendez-vous sociaux du matin et qu'il avait su qu'elle viendrait ce jour-là. Il précisa qu'il ne voulait pas perturber son quotidien, ni empiéter sur la clôture du dossier, mais qu'il tenait à lui rendre quelque chose. Il sortit de sa poche un petit sachet en tissu qu'il posa doucement devant elle. Claire, perplexe, l'ouvrit et découvrit la lanière de cuir, le bracelet qu'elle avait trouvé dans sa voiture après leur première rencontre. Il dit simplement « Je crois qu'il vous appartenait pendant un moment ». Claire, surprise, sourit, puis hocha la tête. « Oui, je l'avais rangé. Je ne savais pas si je devais. » Il l'interrompit avec douceur. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il n'ajouta rien. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide. Il contenait ce que chacun avait traversé depuis cette pluie sur la route jusqu'à cette table de café. Marc Delacroix regarda Théo qui jouait avec son gobelet, puis reporta son regard sur Claire. Il dit alors, sans emphase, mais avec une clarté indiscutable, « Ce que vous avez fait ce jour-là, ce n'était pas seulement m'aider. Vous m'avez rappelé quelque chose d'essentiel.
que les décisions qu'on prend derrière un bureau peuvent toucher des vies réelles, pas des chiffres. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle sentait dans ses paroles un poids différent de celui d'un simple remerciement. Ce n'était pas une dette, c'était une reconnaissance, dans sa forme la plus rare. Elle répondit doucement, les yeux baissés sur le bracelet. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste agi comme j'aurais voulu qu'on agisse pour moi. » Il acquiesça lentement. Puis il se leva, la salua une dernière fois, adressa un sourire bref à Théo et quitta le café sans se retourner. Claire le suivit du regard, puis rangea le bracelet dans sa poche comme on range un souvenir qui ne pèse plus, mais qui marque à jamais. Ce jour-là, en rentrant chez elle, Claire sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la fierté ni du soulagement. C'était une forme de paix. Elle avait traversé l'incertitude, le jugement, les coups bas, et elle s'en était sortie debout, avec son fils, avec sa dignité. Et désormais, elle savait que même dans les institutions les plus froides, même dans les systèmes les plus rigides, il existait des failles, des moments humains, des espaces où la vérité pouvait percer, non pas à force de crier, mais à force d'exister. Théo s'endormit ce soir-là plus vite que d'habitude. Claire resta un moment assise à côté de lui, sa main posée sur la couverture. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu, à tout ce qu'elle n'avait pas eu besoin de dire, et à ce qu'elle avait prouvé simplement par sa présence, sa constance, son refus de céder. Le monde ne lui offrirait jamais de facilité. Mais elle avait désormais la certitude que ce qu'elle avait construit avec son fils avait une valeur qui ne dépendait plus du regard des autres, mais de leur lien, de leur quotidien, de leur avenir partagé. Elle se leva, rangea quelques affaires, éteignit les lumières, et alors qu'elle s'apprêtait à fermer la porte de la chambre, elle chuchota, presque sans y penser, « Merci pour ce jour-là ». Ce n'était adressé à personne en particulier. C'était une promesse à elle-même de ne jamais oublier que parfois, un simple geste peut changer tout un destin.